Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, et oui, le premier épisode de la saison 2. Alors, on est très excités, très emballés d'être là. Et d'ailleurs, c'est un épisode tout à fait spécial. On a un invité qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Comme à l'habitude, je suis Simon et je suis en compagnie du Grégory Charles des jeux de société, un puissant fond, Monsieur Jean-François. Et salut Simon! Salut, ça va? Ça va bien toi? Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité tout à fait spécial, Monsieur David Kliss, le cerveau derrière Montréal Joue. C'est très bien dit, bravo. Bienvenue à tous ici au Randolph Pub Ludique, chez moi. Ben exactement, magnifique. Donc David vient d'introduire, on fait ça live au Randolph Pub Ludique Rosemont. Si vous entendez des bruits de fond, inquiétez-vous pas, c'est juste des gens qui s'amusent. On va commencer sans plus tarder là, avec un petit tour de table comme on le fait habituellement. Là, donc les activités ludiques récentes que vous avez fait dans les dernières journées. Je sais pas, peut-être si quelqu'un veut commencer. JF, t'es prêt pour ça? Je veux bien, j'ai essayé un vieux jeu que j'avais jamais essayé encore, qui est le jeu 3. Jeu de dés, oui, exactement, jeu de dés, de ville, de placement de dés aussi. Beau jeu de stratégie, c'est un classique que j'avais vu tourner, qui est encore d'actualité un peu, commence à dater un petit peu, mais malgré tout, vraiment un beau jeu de décision. On va rouler des dés, on va essayer d'optimiser nos placements de dés. Il y a une position dans les villes, il y a une position dans des actions. C'est vraiment une dynamique intéressante. Par contre, je peux pas trop faire l'éloge de ce jeu-là parce que, à mon avis, ça paraît qu'il date un petit peu. Parce que c'est un gros jeu de stratégie vraiment serré, où t'as pas de marge d'erreur, où chacune de tes actions sont importantes. Par contre, le facteur, à mon avis, le facteur de chance, de dés... Il est quand même grand. Il est assez grand, ouais. Ça m'a un peu déçu parce que c'est vraiment un jeu où t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit... Toutes tes actions sont primordiales, super importantes, puis des fois, à cause de ton roulement de dés, à cause des actions des autres joueurs, oui, il y a de l'interaction dans le sens où d'autres joueurs peuvent vraiment te bloquer, mais ça peut causer cette frustration-là dans un jeu de stratégie où t'as pas le droit à l'erreur. Un mauvais roulement de dés peut vraiment t'amener des mauvais points, une mauvaise stratégie à long terme. Donc peut-être petit bémol pour moi, c'est 3. J'ai quand même aimé mon expérience. Je pense que ça vaut la peine de rejouer, de réessayer, parce que vraiment, en jouant, je me rendais compte que je faisais des erreurs que le jeu te permet pas là, quand tu le connais. Donc clairement, un jeu à jouer plusieurs fois. Par contre, c'est ça. Il faut voir là, la différence entre peut-être un jeu un peu plus moderne, qui va utiliser les dés, mais qui compromettra pas le facteur stratégique nécessairement du jeu. Que là, j'avais l'impression, après une première partie, j'avais l'impression qu'il compromettait un petit peu. Par contre, ça reste, je pense, un jeu qui est digne du nom, puis que c'est pas pour rien qu'il est encore là. Vraiment intéressant mécaniquement. Là. C'est le jeu 3. 3, cool. Ben, c'est bon. David, toi, t'as peut-être quelques petites choses à nous partager sur les activités ludiques récentes. Ouais, bien il y en a plusieurs. C'est sûr que si j'exclus le fait que je suis en ce moment dans les boîtes puis que j'ai dû ranger tous mes jeux dans les boîtes, c'était le moment peut-être le plus triste. Déménagement? Ouais, déménagement. Ouais, dans un nouveau chez moi qui a lieu dans 2 semaines, en plein mois de février. C'est toujours très agréable. Déménager des jeux en plus, hein, c'est comme tu te rends compte, ok, toutes mes choses rentrent dans des boîtes, mais j'ai comme 40 boîtes où c'est des jeux. C'est un peu ça. Mais c'est bon parce que ma copine, elle a autant de boîtes de livres. Puis des livres, c'est beaucoup plus lourd que des boîtes de jeux. Donc au final, elle a rien à dire. Fait que, ouais, fait que ça fit bien. Ouais. Donc à part ce côté triste-là, j'ai quand même eu l'occasion de jouer à des jeux, ce qui se fait rare des fois hein, en période de rush dans la vie. Mais j'ai eu l'occasion de jouer à un jeu exclusif en ce moment qui est même pas encore disponible au Québec. J'étais assez content. Oui, ça nous excite. Ouais, la 3e édition de Unlock. Oh! Ouais, wow. Je suis content que On est des fans, ben, en tout cas, je suis un fan de Escape Room. Moi, je suis un grand fan d'Escape the Room, je suis un grand fan des jeux d'évasion, pas tous, là, parce que les jeux de société évasion, je les trouve quand même intéressants. Puis la dernière édition Unlock fait pas exception. Ils ont bien fait ça, ils arrivent à renouveler le genre quand même, tu trouves? Ou... Écoute, je peux pas dire qu'ils ont... Ben oui, il y a une... On n'a pas toutes faites, j'en ai fait 2 sur 3 des quêtes qu'il y avait. La deuxième qu'on a fait était
non seulement exceptionnellement belle, esthétiquement très réussie, ce qui déjà, moi, m'embarque dans l'univers. La narration est super bonne, on embarque. Et le côté, c'est pas un escape the room, c'est vraiment tu suis un parcours avec des embûches, avec des obstacles, des énigmes, qui est vraiment bien fait. Là, ils ont renouvelé le genre. Par contre, la première quête ressemblait à beaucoup d'autres quêtes qu'on a vues, bien qu'elle était super bien faite. Elle était, moi, ils n'ont pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Toi, t'es un fan, là, à la base. J'étais un fan, mais j'en ai essayé d'autres qui m'ont moins embarqué parce que le côté esthétique marchait pas, parce que le côté énigme était un petit peu trop... était pas adapté pour plusieurs joueurs. J'aurais préféré jouer seul, mais finalement... Bon, je suis moins un grand fan de jeu. C'est ça. Donc, Unlock, dernière version qui arrive bientôt sur vos étagères dans toutes vos bonnes boutiques. Non, pour vrai, c'était très très bon. Est-ce que tu as essayé la deuxième? Parce qu'elle vient là, de sortir. J'avais essayé la deuxième, moi. Ok. Je les ai pas toutes faites. Non, moi, je sors des étapes. C'est cool de savoir qu'il arrive à continuer là, la franchise puis à faire des bons scénarios. Là. Mais c'est Space Cowboy, les créateurs aussi de Time Stories. Fait que tu vois aussi leur inspiration d'un storytelling game ou d'une histoire qui se continue plus que juste à être un escape. Justement, ce qui est intéressant dans la troisième édition, ils font la suite d'une quête de la première édition. C'est cool. Avec le docteur ou professeur No Side, je sais pas trop, mais c'était assez intéressant. Ouais. Ils nous emportent dans de nouveaux univers avec des esthétiques complètement différentes aussi. C'est le fun. Ouais, puis c'est le fun le fait peut-être qu'ils s'éloignent même du concept même d'escape the room, mais que c'est plus pratiquement une aventure. Parce qu'après, ce système-là, il est ouvert à n'importe quelle possibilité. Là. C'est vraiment cool. Ouais. Tu as fait quelque chose, Simon? Oui, en fait, moi, vous savez, j'aime bien ça, jouer à des vieux jeux de temps en temps, puis tout. Fait que j'ai eu la chance de jouer, j'avais déjà joué, mais j'ai joué à Mae. Oh, Donc, Mae, qui est un gros jeu quand même. Gros jeu d'Alex Randolph, justement. D'ailleurs, là, on est au bon endroit pour en parler. Si j'avais à résumer ça rapidement, en fait, c'est réellement un jeu de tortues qui baise. En fait, c'est un peu ça. C'est un jeu de baise de tortues. Hein. Les tortues, tu montes sur le dos, tu fais des œufs. Tu montes sur le dos du monde, tu fais des œufs. C'est vraiment ça le jeu. Je jouais à ça en famille, fait que c'était comme encule-moi pas, moi je vais t'enculer. En tout cas, on c'est en famille, c'est pas pire ça. Exactement le genre de conversation que j'ai avec ma famille aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est vraiment un tout petit jeu de dés ultra simple basé sur un push your luck où tu essayes d'obtenir 21 avec 3D. En fait, tu essaies d'obtenir 7 avec 3D et tes tortues tournent autour d'une île dans le but de faire des œufs de tortues. Je trouvais juste ça drôle de le mentionner parce que c'est vraiment la thématique. Maintenant que je l'analyse, là, je suis comme, ok, c'est vraiment des tortues. Ouais, surtout que tes points, c'est des œufs. Hein, tes points, c'est des œufs. Tu fais des œufs, tu fais des bébés les tortues s'embarquent les tortues s'embarquent. Des fois, tu fais des genres d'orgies parce qu'il y en a comme 4-5 qui sont empilées une par-dessus l'autre. Donc, c'était pas mal ça, mon moment ludique de la semaine. C'est vraiment un jeu où tu gagnes à jouer à plusieurs. Là. Je pense que ça joue jusqu'à 7. Bien entendu, c'est un jeu de chiffres. 7, il y a 3D, tu vas avoir le chiffre 7 pour faire 21. C'est un jeu parce que plus il y a de monde, plus il y a de tortues, plus il y a cette interaction entre les tortues. Non, nous on a joué, on était 6 et c'était super. Un tout petit jeu fin de soirée, c'est vraiment parfait. Là, ça s'explique en 2 secondes, puis t'es seté. Fait que c'était bien cool. Là, un bon petit jeu, mais. Nice. Je sais pas si t'as peut-être, David, autre chose à nous partager. Vu que c'est toi l'invité, on va plus te donner le spotlight. Là. On sait que tous tes jeux sont dans des boîtes, mais bon... Mais j'ai quand même l'occasion de jouer à beaucoup de jeux tout le temps. Là. Bon, avec le festival, on va sûrement en reparler plus tard, mais moi je joue à beaucoup de jeux vidéo aussi. Là. Donc, cool. Là, j'ai eu l'occasion d'avoir la Switch, la console chez moi, d'essayer le dernier Zelda, Zelda qui est fantastique, ça, en passant, le dernier Mario, qui est peut-être la chose la plus addictive que j'ai eu dans mon corps depuis les 20 dernières années. Non, il y avait la cigarette. À part ça, c'est vraiment Mario. C'était fantastique. Sinon, côté jeu de société, j'essaie souvent des nouveautés, puis à part Unlock, là, qui me plaît marqué, beaucoup, il y a comme la dernière fois que j'ai essayé des bons trucs jeux de société, c'était au Lac à l'épaule ludique, là, justement. Là. J'en ai essayé évidemment plusieurs, mais depuis, pas grand chose qui m'ont marqué, mais en tout cas, il y a peut-être des jeux là-dedans qui se retrouvent dans mon top 10 plus tard. Peut-être pas. Ok. Fait que, on va. Je pense que ça fait pas mal le tour des activités ludiques récentes. On va continuer dans le fond avec le cœur de l'épisode, dans le fond, une petite entrevue sur Montréal Joue. Donc Montréal Joue, je vais laisser JF introduire ça vu qu'il est plus calé que moi en la matière.
Ben, David Kless, on t'a invité parce que t'es une personnalité quand même connue dans le monde du jeu de société. Tu restes l'homme derrière Montréal Joue depuis quelques années, mais peut-être un petit peu moins connu du public, peut-être quelqu'un de plus de l'ombre dans l'organisation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené à diriger le Festival Montréal Joue, là? Ouais, c'est une bonne question. En fait, il y a beaucoup à dire. Puis, C'est large. Ouais, c'est ça. non, mais bon, je m'intéresse au domaine ludique depuis vraiment longtemps. J'ai été introduit aux jeux modernes par nul autre que Joël Gagnon. Propriétaire du Randolph. Propriétaire du Randolph. Propriétaire. Exactement, qui nous reçoit chez lui aujourd'hui, mais sans le savoir. Allô, Joël? Alors, petite pensée à toi. Qui m'a introduit il y a de cela une dizaine d'années parce qu'on étudiait dans le même bac en animation culturelle à l'UQAM, programme de communication dans le fond. Et à l'époque, donc, on avait des amis en commun, puis ça a donné qu'il m'a introduit à une soirée. Puis ça a révolutionné mes loisirs. Pas encore mon professionnalisme dans le domaine. Mais tes hobbies. Mais mes hobbies, 100%. Du jour au lendemain, je suis devenu un fan fini. Je me suis acheté des dizaines, vingtaines, trentaines de jeux avec mes colocs. On est devenu assez accro rapidement. Puis là, le Randolph a été créé. Le Randolph n'existait pas à l'époque. Le Randolph a été créé. Toute ma gang a commencé à travailler là. Fait que je me tenais toujours là. Mais sans jamais encore avoir songé à travailler dans le milieu ludique. Moi, donc, animation culturelle. Par la suite, je travaillais dans le milieu communautaire, maison de jeunes. J'ai fait une maîtrise en sociaux. Je travaillais dans des chaires de recherche comme chercheur, co-chercheur, rédacteur, responsable de com pour des chaires de recherche. C'était vraiment ça mon ambition, peut-être devenir même professeur dans le milieu académique. Okay. C'était ça qui m'intéressait. Puis, du jour au lendemain, la lune de miel qui était à ma maîtrise est devenue un enfer. Juste d'en parler, ça me fait des frissons. Ouais, je vois ça, là, t'es tout suant. Là. C'est ça, je suis devenu mauve. Non, sérieusement, non, mais c'était lié. Un paquet d'affaires qui arrivaient en même temps, c'était lié à des problèmes d'argent. Là, je ne pouvais plus survivre financièrement à la maîtrise. Puis, il y a quelqu'un qui m'a abordé dans un contexte tout à fait fortuit, tout à fait. C'est comme un cheveu sur la soupe, Thierry Robert, nul autre. Ouais, un grand bibliothécaire reconnu du monde du jeu. Exact. Conseiller en ressources documentaires, pour être exact, aux bibliothèques de Montréal. D'ailleurs, on a fait le cover de Popular Librarian il y a pas longtemps, je crois. Ah, ça se peut, ouais. J'ai vu passer ça, en tout cas. C'est pas exactement ma lecture de chevet, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, Thierry Robert, qui joue au hockey avec moi, au hockey Cosum, depuis... donc plusieurs années. Jean-François, donc qui s'est joint à nous. Nouvelle recrue. Nouvelle recrue. Exact. Goaler, défenseur. Bravo. Ben, merci à bon vous choix. de m'accueillir, c'est vraiment le fun. Toujours un plaisir. Donc Thierry Robert, dans une conversation de vestiaire, non pas à la Trump, mais plutôt à la... La poche à l'air. La poche à l'air, me dit « David, tu connais tout ça, toi, du monde qui étudie en communication, on a besoin de quelqu'un. » Là, j'ai dit, ben, moi, je suis diplômé de communication. Il dit, tu voudrais-tu travailler pour le Festival Montréal Joue? OK. Et autour d'un shish taouk, genre quelques jours plus tard, j'ai commencé à travailler pour le Festival Montréal Joue. Ok, ouais, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de discussions de vestiaire, de jobs là, qui se passaient. Ouais, écoute, obtenir une job dans un vestiaire, c'est une première pour moi. Hein? Pour l'année, juste nous situer un peu. Là, 2015, donc on est genre en février-mars 2015. On venait de finir la 3e édition du Festival Montréal Joue pour laquelle j'avais fait genre une petite animation pour un événement de Yuki Gaisen, qui est le penchant sportif professionnel de la bataille de boules de neige. Ah oui, absolument. oui. Ça, c'est intéressant. On y reviendra peut-être plus tard. C'est ça, donc j'avais fait ça, puis là Thierry on n'était pas très proches, mais il me dit tiens David, on va te donner une job. Puis ça a commencé comme ça, puis tranquillement, en fait j'ai taillé mon chemin dans l'organisation, puis avec les bibliothèques de Montréal. Puis j'ai pris la place de Thierry, j'ai fait tassé. Mais j'ai fait un putsch là finalement. Sur la personne qui t'a amené là, tu l'as. Oui, c'est ça, ben exactement comme dans Star Wars, dans le fond, l'élève a dépassé le maître. Ouais, il y avait un sable qui traînait, puis bang, il s'est allumé. C'est ça, exactement. Fait que ça s'est plus ou moins passé comme ça. Puis tranquillement, c'est ça, je suis devenu chargé de projet, le temps plein éventuellement, puis m'occuper de pas mal toute la programmation, une aide aux communications. Là, je suis rendu l'homme à tout faire, donc quand tu disais le cerveau derrière. Ben, cerveau derrière, mais l'ombre, évidemment, je suis pas seul dans le projet, mais
Je suis pas mal, je suis pas mal partout pour le festival. Ouais, ah ben c'est super. Et là, t'es à temps plein là-dessus toute l'année, toi, ou... Oui, ben là depuis, en fait, là, je suis temps plein là-dessus depuis août 2016. Mais c'est ça, donc... Ouais, parce qu'il faut dire que Montréal Joue, c'est pas... tu sais, on connaît un peu le salon du jeu, pas, sans vouloir le comparer, tout ça, c'est pas un petit festival, là. C'est quelque chose qui dure plus de 2 semaines. C'est Il y a 16 jours, Il y a ouais. des activités ludiques dans tous les domaines, du jeu vidéo, aux activités sportives, aux jeux de table. Ça se passe dans plusieurs places différentes à Montréal. C'est un gros projet, là. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont là-dedans, là. Beaucoup de partenaires. Écoute, c'est 15 partenaires pour le festival, 15 partenaires officiels. En plus, bon, évidemment, des bibliothèques de Montréal qui chapeautent le festival. C'est eux qui ont initié le projet, puis c'est encore eux qui le produisent, là, qui financent majoritairement le projet. On a une équipe, ça varie à chaque année. Moi, quand je suis embarqué, on était une équipe de 3, 4, 5. Ça variait selon la période de l'année. Maintenant, je te dirais qu'on est 2 à 3. Des fois un stagiaire avec nous, des fois une aide quelconque. Donc là, en ce moment, on est vraiment 2 temps plein, une aide temps partiel, puis un employé qui est là à temps très partiel. OK. Et tu dirais que le festival, il prend de l'ampleur chaque année, même si votre équipe est assez stable, ou... C'est complexe. Oui, il prend de l'ampleur du moins dans nos têtes. Donc, des nouveaux projets qui s'ajoutent, des nouveaux partenaires qui se greffent à nous, des nouvelles idées, des nouvelles structures de travail. Cette année, on est revenu donc dans une croissance normale de l'événement. On est dans plusieurs lieux, plus de 50 lieux, on a plus de 300 activités. On est revenu à un nombre de partenaires assez dense, là, je te dirais, de tous les milieux, jeux vidéo, jeux de société, milieu institutionnel, milieu académique, les écoles, etc. Des collaborateurs de tout acabit. Donc, je dis revenu parce que, disons, l'année dernière, on a subi un genre de contre-coup budgétaire là, qui était pas majeur, mais qui a un peu recentré nos efforts sur les bibliothèques. Nos priorités Ok. sur les bibliothèques. OK. Ce qui a fait en sorte qu'on a connu, pas une décroissance, parce qu'on a conservé plus ou moins le même nombre d'achalandages, une quantité d'activités, de collaborateurs assez grand, mais je te dirais qu'en termes d'équipe, en termes d'innovation, on a une année un peu plus de consolidation. Ouais. Et là, cette année, avec le retour donc, de Claude Ayerdi-Martin, on la salue, après un congé de maternité qui a été très dur pour moi. Je sais pas pour elle, c'est accessoire ça. Pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu t'occupais de l'enfant, ou... Non, pas du tout. Non. Elle me laissait pas proche de l'enfant. Là. OK. Non, c'est juste parce que son départ a été quand même dur. C'est la fondatrice, cofondatrice du festival avec Thierry Robert. Donc, elle avait beaucoup d'expérience. Quand elle est partie, j'ai eu des responsabilités très grandes. Mais évidemment, j'avais pas non plus le statut de bibliothécaire. Donc, c'était un peu plus complexe. Donc, son retour est bienvenu, évidemment. Puis son travail est très important pour le festival. Donc, cette année, on est revenu donc à une genre de croissance désirée là, en fonction de nos objectifs. Chacun avait des objectifs, puis je pense qu'on les atteint plus ou moins. Là, évidemment, le festival n'a pas eu lieu, donc c'est peut-être un peu trop tôt pour dire les pronostics. Mais... Oui, c'est ça. Là, on est dans la spéculation, mais t'as un bon feeling, ou... Un très bon feeling. Mais écoute, si ça allait pas très bien, j'aurais pas le temps d'être ici aujourd'hui. Ouais, OK, c'est bon. Ben, faut dire qu'on fait ça dans un train. Non, c'est pas vrai. On est au Randolph, Pop Ludique, Rosemont. Là, c'est la 6e édition du festival cette année? 6e édition. 6e édition. Exactement. Y a-tu quelque chose de gros cette année? Y a-tu quelque chose qui sort du lot par rapport aux dernières années? Des nouveautés, des nouveaux projets, des nouvelles collaborations? Oui, il y a plusieurs trucs. En fait, il y a... Bon, je vais essayer de pas obtenir le ton publicitaire que j'ai des fois là, quand je vends le projet à des partenaires. Communication, ouais, c'est... C'est un festival fantastique avec tout... Non, pour vrai, c'est cette année, on a misé sur 3 projets majeurs, je te dirais. Évidemment, on consolide à chaque année nos événements, nos 3 grands événements, qui sont les 3 événements à chaque fin de semaine. Donc, on a le premier événement Jeux vidéo de Montréal, le premier week-end, donc qui tombe le 24 février cette année, de midi à minuit. Le deuxième week-end, c'est la Nuit Blanche, à laquelle on participe de façon majeure. On est une des activités principales donc, de la Nuit Blanche. Je dis principale en termes d'achalandage, c'est vraiment majeur. Puis le dernier week-end, l'événement Jeux de société de Montréal, consacré aux jeux de société, coproduit avec le Randolph. Donc, c'est sûr qu'on consolide ça à chaque année. Chaque année, cet événement-là grossit un petit peu, a des nouveaux partenaires, des nouvelles visions, des nouvelles façons de faire. Donc ça, je pourrais en parler, évidemment.
l'autre truc majeur, c'est évidemment le penchant bibliothèque. Donc, à chaque année, on essaie d'avoir des innovations en bibliothèque. Je pense que je vais commencer là-dessus. On a créé l'année dernière un nouveau projet qui était le club de conception. Un club de conception de jeux vidéo et de jeux de société. Cette année, donc, il y a 5 bibliothèques qui ont le club de conception de jeux vidéo et 5 bibliothèques qui ont le club de conception de jeux de société. Et donc, cette année, ça a pris un peu d'ampleur. On a vraiment cimenté le projet. On a mis plus de ressources, on a mis un peu plus de temps. On a quelqu'un qui est dévoué à ça. Vraiment, c'est son projet. C'est une aide bénévole, mais qui est vraiment dévouée pour nous. Avec quelqu'un de notre équipe, Maxime Beaulieu et Caroline Makosa, qui sont les deux responsables du projet, avec moi aussi qui touche un petit peu à ça. C'est un projet vraiment cool avec Kids Code Jeunesse qui s'occupe du volet jeux vidéo et des animateurs du Randolph qui nous épaulent dans l'animation des activités de jeux de société. Donc ça, c'est vraiment un projet. Ben ouais, ça favorise vraiment la créativité, puis c'est intéressant. Puis ça, c'est pour les jeunes de quel âge, tu dirais, là, mettons? On l'offre à 2 groupes d'âge. C'est la bibliothèque qui va décider finalement à quel groupe d'âge elles ont envie d'axer l'activité. Donc ça va de 7 à 12 ans. Donc on a du 7-9 ans ou du 10-12. Ok, cool. C'est vraiment intéressant ça. C'est des futurs créateurs de jeux. On sait qu'à Montréal, la création de jeux, c'est dans la fibre là, de la ville. Ben mieux que des futurs créateurs de jeux, c'est des créateurs de jeux. Réellement, l'année passée, on avait un jury. Ok, il y a vraiment un genre de petit concours autour de ça. Ben, l'année dernière, on avait un concours. Cette année, on a une formule un peu différente. L'année dernière, le concours a mené à la création comme telle, édité d'un jeu. Ah oui, ok. On est en train de finaliser de créer. Ça a pris 1 an, là, c'était vraiment long parce qu'évidemment les moyens étaient limités. Mais ça crée un jeu vraiment. Il est le fun. Ok. Il est jouable, il est beau, il est drôle. C'est édité par Montréal Joue, ça? Ouais, c'est comme édition Montréal Joue. C'est fun. Ouais, fait que c'est très cool. Puis là, on va donner quand il va être final une copie à chacune des créatrices. C'était 4 ou 5 jeunes filles. Ok. Et on va en donner une version aussi à la bibliothèque. Puis on va en garder une à Montréal Joue super pour cool. l'animation. Wow. C'est ça. Cool. Cette année, ça va plus prendre la forme d'une genre d'exposition, exhibition dans les bibliothèques participantes. Ah, ok, fait que les gens vont pouvoir venir essayer les jeux qui ont été créés. Ça, les parents, le public, les amis, tout ça. Ouais. Ah ben c'est vraiment intéressant comme activité là. Puis ben comme tu le dis là, j'imagine que même une activité comme ça demande beaucoup de temps hein, puis de préparation, presque faite sur une base bénévole là, sur beaucoup de monde qui travaille un petit. Ben, évidemment à la ville de Montréal puis à Montréal Jour, on essaie d'avoir le moins de bénévoles possible, mais quand même récompenser. Il en faut énormément. Mais il en faut, tu sais, si c'est des stagiaires, évidemment, on peut pas se permettre de les payer, c'est plate à dire, mais on n'a pas ce budget-là, on travaille déjà avec des budgets très limités, puis on réussit à faire des miracles, puis les gens sont quand même dévoués dans le monde du jeu, parce que ils vous sont avez des bons passionnés. exemples. Les gens sont passionnés, puis... C'est ça. Donc, on réussit quand même à faire des projets, des fois avec des gens bénévoles qui nous aident là-dessus, entre autres. Mais non, c'est ça. Ça, c'est un des gros projets cette année qu'on revient avec ça, avec une formule améliorée. On essaie de le grandir à chaque année. Là. Donc, si ça fonctionne bien encore cette année, l'année prochaine, peut-être que c'est dans les 45 bibliothèques que ça va avoir lieu. Chaque fois que je dis ça, mes collègues capotent un peu. Mais... Ah ouais, en plus, tu le dis non, là, c'est au officiel. grand public. ça va se passer l'année prochaine. Si je le dis, ça se fait. Mais là-dessus, on a fait une extension cette année. On a décidé de créer... c'était comme un peu un projet que j'avais en tête depuis plusieurs années. Je pense que les bibliothèques aussi aimaient ça. Puis à l'équipe de Montréal Jeux, ça fait longtemps qu'on en parle. On a créé cette année un projet pilote qui est le camp de jeu. Donc qui est un camp de jour de jeu. Okay. Avec du jeu vidéo, du jeu de rôle, du jeu de société, du jeu extérieur, des activités ludiques, des animations. Ouais. Wow. Ça dure toute la semaine, tout le temps? Ça dure 5 jours pendant la semaine de relâche. Ouais. Parce qu'on se rappelle que le Festival Montréal Joue, c'est un festival surtout de la relâche. Donc ça se passe pendant la relâche scolaire au primaire, secondaire. Et c'est la semaine aussi qui précède. Mais dans les bibliothèques, c'est surtout intense pendant la semaine de relâche. Ouais. Puis là, la bibliothèque Saint-Michel, pendant 5 jours, du lundi au vendredi, donc du 5 mars au 9 mars, c'est un camp de jeu. C'est 12 jeunes qui ont un camp de jeu gratuit. Ah, c'est gratuit, ça. Ouais, avec des activités données par nous, par des partenaires, par un animateur. Donc, on a demandé encore une fois, il y a quelqu'un qui fait partie de la famille du Randolph qui a maintenant joint la famille Montréal Joue pour donner des animations pendant 5 jours avec... Il y a des intervenants qui vont venir parler de création de jeux vidéo, création de jeux de société. On va faire du patin à l'extérieur avec des animations sur la glace. Il va y avoir du Yuki Gaisen. De retour! Ouais, la guerre des tucs de Saint-Michel.
Donc, il y a plein d'activités variées, puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai beaucoup confiance au projet, on a mis beaucoup de temps. Je pense que ça va être un grand succès. Puis si c'est un succès, ben 45 bibliothèques. 45 bibliothèques l'année prochaine. Mais je suis curieux un peu par rapport à ça, parce que tu dis c'est gratuit, il va y avoir 12 jeunes qui vont avoir accès à ça. Est-ce que, comment c'est-tu premier arrivé, premier servi? Est-ce qu'il y a eu une sélection qui a été faite? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière ça qui ça m'intéresse de savoir? Ouais, on a fait des entrevues avec les jeunes basées sur leur connaissance des jeux. Non, non, c'est pas vrai. En fait, on a laissé à Saint-Michel le luxe de choisir leur méthode de sélection. Ils connaissent évidemment mieux le quartier, ils connaissent mieux les jeunes qui habitent le quartier. Oui. C'est exclusif aux jeunes de Saint-Michel pour cette année, pour des questions de logistique, mais aussi si on commence à agrandir le projet, il faut que ce soit dédié aux jeunes du quartier. Ça a plus de sens. Puis je pense que l'idée c'est d'avoir avoir des jeunes, bon, des filles, avoir des garçons, avoir des gens. Évidemment, on peut pas juste faire du premier arrivé, premier servi. Je pense que ça va être en fonction de peut-être des besoins du milieu. Bon, là je m'avance sur un truc que je connais très peu. C'est les bibliothèques qui vont avoir le dernier mot sur les inscriptions de toutes leurs activités de toute façon. Il faut comprendre qu'à Montréal Joue, comment ça fonctionne, c'est sur une base volontaire. Nous, notre priorité, c'est les bibliothèques. On fait des projets qui sont un peu clés en main. On les soumet aux bibliothèques. Puis s'ils veulent embarquer, ils embarquent. Puis après, ils reprennent. Puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ben, c'est intéressant parce que j'imagine que ça amène les projets à être vraiment près des communautés. Parce que c'est ça aussi. Les bibliothèques, ça reste encore à notre époque un des seuls lieux, si on veut, communautaires. On dirait pas qu'ils existent encore, mais il n'y en a pas beaucoup maintenant des lieux qui sont comme centrés autour d'une communauté. Là. Ben, des lieux 100% citoyens, qui sont gratuits, qui sont basés sur une notion d'accessibilité. Là, je suis d'accord avec toi, il n'y en a pas. Puis en plus, c'est culturel, puis tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant de voir que les bibliothèques ont un rôle à jouer là-dedans. C'est intéressant aussi de voir que les jeux de société s'incrustent dans ces produits culturels-là, dans le sens qu'il y a quelques années, il n'y en avait probablement pas des jeux dans les bibliothèques. C'était peut-être pas considéré comme un produit culturel, le jeu de société. Thierry et Claude. C'est un peu ça. Mais c'est un peu la mission principale du Festival Montréal Joue. C'est dans le fond, de continuer à marteler le fait que le jeu, l'activité de jouer, c'est une activité culturelle. Le jeu est un produit culturel. Ça fait partie du paysage culturel montréalais, québécois, évidemment, on le sait. Mais je dis on le sait, mais c'est pas tout le monde qui le sait. On dirait que il faut continuer à le valoriser, il faut continuer à dire à l'industrie, oui, il y a une industrie économique, mais c'est aussi culturel. Il faut que ça fasse partie des collections des bibliothèques. Il faut que ça soit mis en valeur. Il faut que les gens connaissent ça, y aient accès. Il faut que ce soit, c'est pas toujours gratuit. Je comprends que des fois ça peut pas être gratuit, mais il faut qu'il y ait des plateformes où ce soit gratuit, ce soit donné entre les mains du public qui sont peut-être néophytes, peut-être curieux, peut-être passionnés, peu importe. Exact, ben oui, comme tu dis, hein, c'est nous qui gravitons autour de cette industrie-là. On a l'impression que tout le monde connaît et que c'est propagé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis je pense que Montréal Joue le fait beaucoup, le fait très bien d'ailleurs à ce niveau-là. Puis l'accessibilité gratuite va permettre d'aller chercher l'intérêt des gens puis de les faire découvrir tout ce domaine-là. Donc, vraiment cool, vraiment cool. Écoute, d'autres projets, activités qui vont se passer dans Montréal Joue, c'est ça qu'on va se concentrer plus sur les activités liées aux jeux de société. Tournoi de Catan dans la récréation. Ouais. Ça, c'est drôle. C'est-à-dire, pas en soi, mais... mais c'est évidemment, vous avez sûrement entendu parler qu'il y a le tournoi international de Catan. Il y a évidemment, au Randolph aussi des qualifications. Ils vont en avoir à la récréation. Ça a lieu pendant le festival. Sylvain Trottier de la récréation et Nina Michel nous ont comme contactés pour dire ben nous on accueillerait ça, on pourrait le faire pendant Montréal Joue, est-ce que ça vous tente d'en parler? Ben oui, pas de problème, c'est sûr, en fait pas de problème, au contraire, on était heureux d'accueillir ça dans nos activités. J'imagine que vous cherchez des gens qui sont déjà impliqués, qui veulent vous mettre la roue à l'épaule si on veut pour le festival. Absolument, nous on produit des activités, on en crée, mais on aime ça aussi quand le milieu nous dit ben est-ce qu'on peut faire partie de votre programmation, on va tout faire, nous ce qu'on veut c'est vous l'ajoutez à votre programmation, on en parle sur les réseaux sociaux, on peut avoir vos affiches, etc.
nous, c'est sûr qu'avoir l'aspect un peu parapluie, là, un peu comme la Nuit Blanche fait, Ouais. c'est on est la Nuit Blanche, faites des activités, soumettez-nous des affaires, on va le faire. Ben, on vise à faire ça le plus possible aussi. Donc, ils nous ont parlé de ça, puis on l'a accueilli, et on a fait un post sur Catan. On a comme. En fait, on a partagé un article sur le blog Geek Québécois, Ok. c'est ça? Qui est un article qui parlait du tournoi de Catan qui allait avoir lieu à la récréation, puis du tournoi de Catan international, puis accessoirement un peu du Festival Montréal Joue. On a partagé un lien de ça, et ce partage-là a eu le plus de succès de tous nos posts Facebook depuis la création du festival. Oh, On ok. peut sentir l'effervescence alentour de ce tournoi-là, une nouvelle C'est formule incroyable. que Catan essaie de Ouais. mettre en place. Ok. Mais je m'attendais pas à ça, on n'a pas commandité le post. Il n'y a pas eu rien, là. Un reach de 200 000 personnes, Oh, wow. 1700 commentaires, ça n'a Ok, pas ok, de bon ok. sens. J'imagine que le tournoi est plein, donc... Le tournoi a été rempli en 24 heures. Là, c'était... Et les gens continuent à commenter. On a dit arrêtez d'écrire, là, c'est plein. fini, Les là. gens sont comme hey cool, on pourrait participer. Non, non, c'est plein. Les gens trippent. Faut croire que Catan est plus que devenu un classique, c'est devenu la référence. Ah, c'est fou, hein, même que pour justement les gens qui sont plus passionnés de jeu, c'est pas risible, mais tu sais, moi je joue jamais à Catan, puis je connais presque personne qui joue à Catan, mais ça reste que c'est encore la porte d'entrée pour vraiment beaucoup de gens, puis ce jeu-là, il y a une énorme valeur sur le marché encore, là. Exact. Exact. Continue à avoir des extensions, continue à avoir des tournois, continue à avoir des activités autour de ça. Catan fonctionne. Et d'ailleurs, c'est le fun cette année parce que Catan, il y a de la promotion qui se fait au Québec. Avant, c'était bon, Catan, c'est juste ça fonctionne parce que ça fonctionne. Là, ils ont mis du budget marketing. Pour le Québec. Ben, pour le Québec, j'imagine qu'ils l'ont mis ailleurs, mais j'ai pas Ouais. demandé, j'ai pas appelé les autres pays. Et il va y avoir entre autres une grosse salle Catan dans le cadre de l'activité Jeux de société de Montréal. Ouais. Pendant 2 jours, il y a Ok. une salle qui va être dédiée uniquement à Catan. Ok. Pendant Ouais. plusieurs heures, ça va être Catan avec plusieurs Des extensions. jeux géants, j'imagine, des choses comme ça. Je ne sais pas exactement le contenu parce que ça va dépendre un peu de ce que les Asmodée finalement. C'est Asmodée qui va Asmodée. venir Ouais, avec ben, ça, présenter ça. Exact, ça a été soumis, là, c'était des idées. On a dit, on pourrait avoir une salle Catan. Asmodée a dit, absolument. Ah, Puis ouais, là, on il a était fait, prêt. ben ok. Et c'est là que ça se passe. Ouais, super. Ben justement, festival, dans le fond, l'activité Jeux de société Montréal, grosse activité, 3, même 4 jours d'activité, si je ne 4 me jours trompe pas, cette d'activité année. cette année, ouais. Donc du jeudi au dimanche, du 8 au 11 mars. Précisément. Bien ça. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai entendu dire qu'il se passait beaucoup de choses l'année passée. Ouais, 2-3 trucs quand même. Il se passe 1000 affaires. C'est la 3e édition de l'activité. Ouais. L'année dernière, c'était un grand succès au centre Pierre Charbonneau. C'est encore là cette année. On a accueilli, je sais plus, 3400 personnes. J'ai plus le chiffre officiel, là, je l'ai pas sur moi, mais il y a eu beaucoup de monde. En Plus 3 que, jours. Parce que en c'était 3 jours l'année l'année passée. Écoute, à des moments, le samedi, il n'y avait plus de place. Les gens étaient assis par terre pour jouer à des jeux. Les gens capotaient. Je me rappelle. Et tu sais, il y a eu 2-3 commentaires, évidemment, là-dessus, des gens qui étaient un peu insatisfaits. Mais pour nous, c'est un beau problème. Ouais, c'est un problème, tu sais, c'est des problèmes de riches, comme on dit. Ben, pas de riches, mais de riches en gens. De riches en gens, exactement. Bon, il y a eu des problèmes l'année passée. On avait une belle programmation, on avait plein de projets à côté avec Ludovic Maublanc qui est venu faire une Ouais, conférence, qui magnifique. était un peu un invité d'honneur. Il y avait des tournois, il y avait un lancement avec des élus du quartier qui étaient là. Ça a été un super beau succès, mais bon, l'événement, ça coûte extrêmement cher. Ce qui fait en sorte que cette année, on s'est dit, si on revient cette année, il va y avoir énormément de monde. On va accueillir encore beaucoup de monde, mais on peut pas se permettre une croissance. Il n'y a plus de place. Le problème, c'est que si on veut faire une croissance, on a aussi le problème qu'on n'a plus de budget. Parce Ouais. que c'est coûteux, c'est très coûteux comme activité, mais on veut pas non plus la laisser tomber. Donc là, cette année, on est arrivé avec la solution qui était d'avoir un faible coût d'entrée. Donc là, c'est nouveau cette année. On pense que les gens vont quand même venir parce que c'est pas très cher. C'est 7 $ la journée, 10 $ pour tout le week-end, pour Ok. les 4 jours. En plus, le jeudi, vu que c'est en mode préouverture, que c'est pas tout l'espace qui est disponible, c'est gratuit. En plus, pour les abonnés des bibliothèques de Montréal, c'est gratuit pour la journée si on arrive avant midi. Donc, entre 10h et midi, c'est gratuit sur présentation de la carte des bibliothèques de Montréal ou de la grande bibliothèque.
Donc, on a trouvé là, des solutions pour essayer de pas trop faire payer le monde, mais c'est la seule solution qu'on a trouvée pour, dans le fond, offrir une meilleure programmation, pour la pérennité du projet, pour assurer une meilleure qualité, dans le fond, d'animation, etc. Donc là, je pense qu'on a vraiment un événement béton cette année, qui est coproduit évidemment avec le Randolph et le Festival Montréal Joue, avec en plus cette année Escapaz qui vient présenter en exclusivité. C'est gros, ça. Ouais, ça c'est majeur, c'est un jeu. Un jeu d'évasion qui va être présent seulement pendant Jeux de Société de Montréal, pendant 4 jours. Les inscriptions sont ouvertes depuis 2 jours, je pense. C'est quelque chose qu'il faut essayer. Il faut venir. Sur achat donc, des billets pour le jeu d'évasion, il y a des passes de journée incluses, donc ça facilite un petit peu l'arrivée des gens. Je pense vraiment qu'on tient quelque chose de... Ah, ben c'est vraiment cool. En tout cas, Escapaz, selon moi, c'est dans les meilleurs jeux d'évasion à Montréal. Je connais un petit peu leur équipe créative et je sais qu'ils ont sûrement là, repoussé un peu les limites encore, là, puis ont fait quelque chose de vraiment excitant. Là. Ben mieux que ça. Oh. Mieux que ça parce que je sais pas si je devrais en parler parce que c'est un peu secret. Donc pour les gens qui vont entendre ça, vous avez un genre de scoop j'en dirai pas trop, mais Escapaz, ils sont avec le Festival Montréal Joue cette année, non pas seulement pour le jeu d'évasion, mais dans le cadre de Jeux de Société de Montréal, ils vont avoir créé 2 jeux d'énigmes, parcours avec des indices cachés. À travers le festival? À travers l'activité Jeux de Société de Montréal, dans le centre Pierre Charbonneau, il va y avoir des indices cachés pour les jeunes, un parcours pour les jeunes et un parcours pour les passionnés d'énigmes. Écoutez, l'affaire c'est que ce sera dit nulle part. Donc, à vous de le découvrir en venant sur place. Où sont les indices? Où commence le parcours? Où se termine-t-il? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Peut-être quelque chose. Peut-être que seulement les plus hardis seront récompensés. Donc si vous écoutez ça, vous avez une longueur d'avance sur pas mal de monde. Déjà. Courez. Donc ça, juste pour être sûr, là, Jeux de Société Montréal, c'est du 8 au 11 mars. Ouais. Au centre Pierre Charbonneau. Ça, c'est Métro Vio, si je me trompe pas, à quelques pas du Métro Vio. Ouais, c'est ça. Par le stationnement, là, c'est à 2 minutes du Métro Vio. Ça commence à 13h le jeudi. Et sinon, le vendredi, samedi, dimanche, ça commence à 10h. Magnifique. Donc ça, c'est un très gros événement. Puis on espère là, que ça va bien fonctionner. Puis ça va continuer de grandir avec les années. Là. C'est sûr que ça nous intéresse beaucoup, en particulier, nous, vu qu'on est des passionnés de jeux de société. Absolument. Et un autre truc qu'on a entendu parler depuis quelques années, mais c'est quoi ça, les caravanes ludiques? Caravane ludique, c'est une bonne question. C'est pas un lieu, là. C'est ça pas se un promène, lieu. cette affaire-là. Écoute, c'est comme... c'est un genre de projet mobile, disons, éphémère, qui a différentes identités. Ça a été créé avec le festival il y a quelques années, où on avait envie d'offrir en bibliothèque des animations qui étaient clés en main, qui étaient de nature variée, donc qui répondaient à différents besoins. Ça pouvait être des animations de jeux de société, des animations de jeux vidéo, des animations de jeux de rôle, des animations de création de jeux électroniques un peu plus interactifs, pas nécessairement de jeux vidéo. Puis, on a fait appel à différents partenaires, le Randolph en particulier, mais d'autres intervenants, acteurs du jeu qui font de l'animation. On pense à Gros Joueurs, on pense le Valet de Cœur en a fait, les gens de Ludociel pour tous. On a Erol qui en a fait. Bon, il y a différentes personnes, je les nommerai pas tous parce que ça se peut que j'en oublie, puis là ça fait encore plus dommage. Et on a créé donc des caravanes ludiques qui n'ont pas d'identité propre. À chaque année, ça change un petit peu. On les contacte à chaque année. Les gens offrent des animations. Des fois, c'est de grande envergure, c'est plusieurs heures. Des fois, ils viennent avec du gros matériel. Des fois, c'est de petite envergure, genre du conte ludique, des gens qui viennent faire des petites animations de jeux de rôle, introduction aux jeux de rôle. Dans les bibliothèques, principalement. Donc là, dans les 45 bibliothèques, pendant les 2 semaines du Festival Montréal Joue, c'est majeur. Il y a comme 120 animations. Il va y en avoir un peu tout le temps, de tous les types différents. Là. Exactement. C'est vraiment cool parce que là, c'est rendu tellement populaire que les bibliothèques attendent ce moment-là, attendent d'avoir la liste des gens qui fournissent des caravanes ludiques. Le Randolph est toujours populaire à chaque année, mais le jeu de rôle, le jeu vidéo gagne vraiment en popularité.
de plus en plus. Ça, c'est le fun. Puis on a donc les caravanes ludiques qui vont être aussi présentes à Jeux de Société de Montréal. Il y a comme le Randolph qui a sa propre version de la caravane ludique avec des jeux géants, des jeux de dextérité, des passe-trappes et compagnie, des jeux qui se jouent debout de tout âge. Donc il va y avoir une genre de zone caravane ludique dans le Jeu de Société de Montréal aussi. Mais ça, c'est vraiment un projet, je trouve, qui est très porteur là, parce qu'il est multidimensionnel. Ouais, puis il peut avoir plusieurs formes différentes, il peut être plusieurs médiums différents. Ouais, donc c'est cool ça. Ben, je sais pas si toi, JF, t'avais. Moi, j'avais peut-être. Là, on a parlé pas mal de jeux de société et tout ça, mais Montréal Joue, c'est beaucoup plus aussi que juste les jeux de société. Donc, j'aimerais peut-être qu'on touche 2-3 sujets par rapport à ça. T'as parlé 2 fois déjà là, du. J'ai oublié le nom, là, les batailles de balles de neige. Yukigaisen. Le Yukigaisen. Ok, alors, tu peux peut-être nous faire un petit topo là, pour les auditeurs qui auraient aucune idée c'est quoi. Moi, j'ai regardé plusieurs vidéos de ça, puis à chaque fois, je suis comme, oh oui, magnifique. Ben, ok. Ben, Yukigaisen, c'est à la fois une histoire d'amour et une histoire de haine pure. En fait, c'est. Yukigaisen, c'est un sport qui a été créé au Japon, qui est inspiré de la bataille de boule de neige. On aurait pu croire que ça aurait dû naître au Québec, mais les Japonais sont toujours 300 ans en avance sur nous. Sur des sports alternatifs. Là, ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment là, c'est vraiment la bataille de boule de neige avec des règles précises. Il y a du matériel précis qui doit être utilisé, il y a des grandeurs de terrain, il y a un nombre de joueurs, il y a des équipements qu'il faut avoir. Puis, c'est du paintball de neige. C'est du paintball de neige. Un genre de ballon chasseur, capture de flag. Ou, exact. C'est un mélange de tout ça, mais tellement adapté pour le Québec que je comprends pas que ce soit pas plus populaire. Ouais. Mais il existe une association Yukigaisen Québec qui fait ça. Et il y a 3 ans, à l'édition 2015 du Festival Montréal Joue, il y a donc Yukigaisen Québec qui est venu faire une animation avec nous sur le terrain du stade. Là, dans le fond, c'est l'esplanade financière Sun Life olympique. Donc sur ce terrain-là, on avait des animations, entre autres de Yukigaisen, et ça a été vraiment très cool. Ça a été moi, mon initiation au Festival Montréal Joue, en tant qu'employé, mais animateur pour juste un événement. Et c'était vraiment cool, c'était vraiment trippant, le matériel est vraiment cool. Ils ont des créateurs de boules de neige, ils ont des murs faits en foin. C'est vraiment trippant là. Et ça a super bien marché, mais évidemment ça coûte très cher. Leurs produits là. On va déployer ça, puis tout ça, c'est pas abordable. Ben, pas tant, non, c'est ça. Okay. Donc, on s'est rendu compte que, tu sais, parce qu'ils viennent avec des chapiteaux, ils viennent avec du matériel, ils viennent avec différents trucs, du monde, des animateurs, etc. Donc, ça, on a essayé de le recréer l'année d'après avec notre propre matériel maison. Et c'est là que l'histoire de haine a commencé, parce qu'on a passé du temps à gosser avec des murs de styrofoam qu'on a créés avec du tape, du styrofoam qu'on coupait. Je sais pas si vous avez déjà coupé du styrofoam, c'est le pire bruit qui existe sur la planète. Absolument. Quand on coupe des murs, là, ça doit commencer à être intense. Ah oui, non, je fais encore des cauchemars de ça. Et cette année, pour la première fois, on s'est débarrassé des derniers ballots de styrofoam. Ah, il en restait encore des artefacts là, ah oui. Dans les locaux. Là. Ah, juste d'en parler, ça me donne des frissons. Non, c'est connu au sein des bibliothèques de Montréal. J'ai une haine viscérale envers les murs de styrofoam. Les murs de styrofoam. Mais cette année-là, on les a créés. On a tout fait pour les batailles de boule de neige. On a acheté des trucs pour créer des balles. On a acheté du matériel de protection, des dossards, tout. On était encore à l'esplanade olympique et on a recréé l'activité, mais là, sans la confédération, je sais pas trop, la fédération de Yukigaisen. Et on a créé notre propre truc. Et le matin même de la première joute, pluie torrentiel sur le site. Il n'y a plus de neige. Il n'y a évidemment pas personne qui vient dehors jouer à des batailles de boules de neige parce qu'il pleut solide. Et voilà, donc cette année-là, ça a moins bien marché. Mais cette année, pour le camp de jeu, on s'est dit, là, ça marche. On va être dans un parc. Dans le parc, il y a des modules déjà installés. Okay. On va pouvoir avoir des protections, pas besoin de murs de styrofoam. On s'embête pas avec ça. On recrée un peu le Yukigaisen, mais avec nos propres règles. On oublie le truc professionnel. On veut pas être homologué de toute façon. Ça, c'est quelque chose pour le plaisir, puis c'est vraiment cool. C'est ça. Fait qu'on revient cette année. Donc, pas de tournoi, pas de... Non. Vraiment juste quelque chose fait à la bonne franquette, simple. On a encore le matériel. Fait que ouais, ça, faut l'utiliser. On va espérer que la température est au rendez-vous.
Ouais, cette année, il y a juste de la belle température. Il fait beau, il y a de la neige, pas trop froid, pas de pluie. En tout cas, c'est ma prédiction. Il faut savoir qu'on s'est pas encore passé, mais on va allumer un cierge là, à la basilique Notre-Dame, quelque chose de même. Parfait. Merci. Ouais, c'est ça. Donc, vos prières, toutes pour le Yuki Gaisen. Ben, pour le festival en général. Le festival en général, je suis pas inquiet, mais je me dis que la plupart des activités vont se faire à l'intérieur. Oui. Mais on a la nuit blanche dans le quartier latin qui se passe à l'extérieur. C'est quand même osé faire de l'animation de rue en plein hiver, de jeux. Du jeu vidéo, du jeu de société, du jeu géant, des Faut être à installations. Montréal pour ça. Hein? Ça, c'est. Peu Ben de oui. villes se lancent dans des projets comme ça. De toute façon, à la nuit blanche, dans mes souvenirs, il fait jamais beau, mais il y a toujours plein de monde. Mais fait c'est tout le temps froid, me incroyable. semble. L'année passée, il a fait, si je me trompe bien, il faisait moins 75. Les gens étaient complètement frigorifiés, mais on a eu 36 000 personnes dans notre espace. 36 000 personnes, c'est un record pour nous, puis je pense pour la nuit blanche probablement aussi, je le sais pas. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment majeur et les gens étaient là. J'allais les voir, je leur disais retournez chez vous, il fait trop froid, mais les gens venaient jouer. Il y avait du jeu vidéo dans des chapiteaux, il y avait du jeu géant, des quiz. Et là, cette année, c'est encore amélioré. On a des containers remplis de jeux vidéo. Il va y avoir du Just Dance dans la rue. Nice. Il va y avoir un chapiteau dédié à, animé par les gens de EA, le studio de jeux vidéo. EA Motive Studios qui vont avoir des stations de Battlefront, le nouveau jeu de Star Wars, qui vont animer dans la rue. Il va y avoir donc du jeu vidéo animé par les gens de Meltdown. Il va y avoir des quiz animés par le Randolph, des jeux géants animés par la récréation. Il va y avoir des installations interactives ludiques présentées par les gens de Lucam, Spectra et Illuminar, en partenariat avec nous. Sur la rue Emery. Il va y avoir des animations dans le cinéma Quartier Latin pendant 2 heures avec les gens de Arcade Montréal de 11h à 1h du matin. Ça va être malade. Donc, c'est vraiment majeur. Mon autre point portait surtout sur les jeux vidéo. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des activités qui étaient organisées en collaboration avec la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants. Je sais pas si c'est la première fois que vous collaborez avec eux. C'est la 2e année qu'on collabore avec eux sur l'événement. Ok, parce que ça, je trouve que c'est quand même une organisation qu'on connaît peu aussi du public. Ouais. Le public connaît peu, mais dans le fond, c'est un groupe. C'est, je crois, le plus gros regroupement de développeurs de jeux vidéo indépendants au monde. Probablement, oui. Et est-ce que tu as un petit teaser de nous faire avec eux? Parce que ça doit être plein de studios que le public connaît pas nécessairement, qui sont peut-être un peu moins connus. Exact. En fait, la Guilde regroupe plusieurs studios et créateurs de jeux vidéo à Montréal, au Québec. Et ces studios-là, donc, évidemment, sont souvent dans l'ombre des studios AAA, les gros studios qu'on a à Montréal, Ubisoft, EA, Warner Brothers et Eidos et j'en passe, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le jeu mobile ou dans la VR. Mais à Montréal, les gens ne le savent peut-être pas, là, mais c'est majeur le jeu indépendant, les studios indépendants, les créateurs indépendants. Il y en a beaucoup. Ils sont dynamiques, ils font des jeux fantastiques, des jeux qui sont primés partout sur la scène internationale. Je pense à des jeux comme Fez, à des jeux comme PewDiePie, à des jeux comme Ultimate Chicken Horse, Toto Temple. Écoute, il y a des jeux là, incroyables qui ont été créés à Montréal. Et nous, évidemment, au festival, notre but, c'est de les mettre en valeur. Mais pas seulement de les mettre en valeur. On fait pas des salons, on fait pas la vente. Nous, ce qu'on fait, c'est on veut mettre entre les mains du public des jeux, des produits culturels, comme on le disait tout à l'heure. Donner accès à des gens qui connaissent pas ça. C'est pas accès juste pour les passionnés qui tripent sur les jeux vidéo puis qui vont trouver la saveur du mois. Non, on veut que les familles, les enfants. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que l'activité qu'on fait avec la Guilde, qui est à sa 4e édition, qui s'appelle cette année Jeux vidéo de Montréal. Avant, c'était Jeux indie de Montréal. On décide d'appeler Jeux vidéo parce qu'on n'est pas juste dans le jeu indie et on veut que le jeu indie, évidemment, soit pas juste reconnu comme quelque chose qui est indépendant, mais qui soit reconnu comme quelque chose qui est majeur à Montréal. Ouais, ben il faut dire, du jeu vidéo, tu dis, il y a plein de studios, il doit en avoir 400 à peu près, peut-être plus au Québec, des studios indépendants, puis c'est pas... Oui, c'est indépendant, mais c'est pas des petits jeux, c'est des équipes d'une douzaine de personnes qui travaillent là-dessus. C'est quand même quelque chose de sérieux. Là. C'est pas quelqu'un qui fait ça en son sous-sol pour passer le temps. Là. C'est des gens ils vivent de ça, c'est leur travail. C'est juste que c'est des studios qui sont un peu plus petits. Là. Exact. Non, puis il y en a sont plus petits, mais qui sont
sur la scène internationale sont quand même connus, mais leurs noms des fois sont pas connus, mais le jeu peut l'être. Excuse-moi, donc tu disais l'activité Jeux vidéo Montréal, Ouais, c'est ça? Jeux vidéo de Montréal, cette année qui a lieu à l'UQAM. Donc au pavillon Sherbrooke 200 Sherbrooke Ouest pour être précis, de midi à minuit le 24 février. Ah, j'ai pris mon ton promotionnel. Ça y est, ça commence, Oh ça commence my à God. rentrer, là, je le sens. Là. Donc cette activité-là, donc comme je le disais pour la 4e édition, mais première édition à l'UQAM. Avant on était à la SAT, c'est les arts de technologie. Mais ça a toujours été 18 ans et plus parce que la SAT a un permis C'est un bar, de bar, exact, et on ne pouvait pas accueillir des familles, et ça a toujours été une demande des créateurs de jeux et du public, parce qu'il y en a des adolescents puis des jeunes qui veulent jouer, puis il y en a des jeux qui sont créés pour ce public-là. Et là, cette année, on accueille tout le monde. On accueille les 17 ans et moins, on accueille les adultes, les passionnés, les familles. Tout le monde est bienvenu de midi à minuit. Donc là, Ça va risque vraiment... même d'attirer plus de gens qu'à l'habitude. On espère. Écoute, c'est le but. On a commencé la promo hier, c'est dans 2 semaines. Ça marque le début du festival, donc on espère que ça va être massif la venue des gens. C'est vraiment un bel événement pour ceux qui veulent découvrir le jeu. Puis la guilde, c'est le fun de les avoir avec nous parce que c'est tellement une belle idée d'avoir un regroupement qui est tellement effervescent. effervescent, Ouais, exactement. exact. Merci. Cool. Ben, en fait, je pense que ça fait pas mal le tour. Là. Je sais qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures et des heures parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas couvert. Ben, si je peux juste me permettre, parce que je me sentirais vraiment mal de ne pas le faire, Oui. j'aimerais juste faire une petite mention. On n'a pas parlé du jeu de rôle. Oui, ben, t'as glissé quelques mots, puis c'est quelque chose que, effectivement, on n'a pas assez parlé. Parce que, dans le fond, depuis 2 ans, les gens de Draconis, le festival Draconis, qui font cette année l'activité qui s'appelle Draconis Jeux de rôle de Montréal. Vous remarquez qu'il y a une certaine tendance dans nos noms d'activités. Là. Jeu de X de Montréal. Exactement. Magnifique. Ben, au moins, c'est standard. Hein. C'est standard, c'est ça. Ils font une activité majeure donc de jeux de rôle au Cégep du Vieux-Montréal pour la 2e édition. C'est vraiment le fun ce qu'ils font. C'est des bénévoles, c'est des gens qui sont dévoués, qui font plein d'activités. Il n'y a pas juste du Donjon Dragon, il y a de tout. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Les curieux, ceux qui veulent, les passionnés évidemment aussi. Je vais juste le mentionner parce que c'est un pan important du jeu qui reprend de l'ampleur avec la 5e édition de Donjon Dragon. Je trouve que ça prend vraiment une belle ampleur. C'est vraiment accessible. Donc, allez-y, allez voir ça. Ça vaut la peine de faire un tour. Allez regarder sur l'événement sur Facebook. Allez faire un tour. Ça, là, on peut y aller même si on connaît rien au jeu de rôle. Absolument, puis, il y a des activités d'initiation pour les jeunes aussi. Ok. Ça vaut vraiment la peine. Est-ce qu'il y aura du LARP nordique? Oh my god, là t'es trop dans le détail pour moi. Je peux pas répondre à cette question. Pas de problème. Donc, Montréal joue, méga festival de jeux, ça se tient du 22 février, donc à partir d'aujourd'hui, au moment où cet épisode sort, le 22 février, jusqu'au 11 mars. Si les gens veulent des détails, veulent voir la programmation, veulent en savoir plus, c'est quoi la meilleure place là, pour aller? Là? Juste avant, petite correction, ça commence officiellement le 24, mais tu fais bien de dire le 22 parce que ça porte à confusion. On a une activité le 22, un colloque, c'est un nouveau projet aussi dont j'aurais pu parler. On aurait pu parler de 1000 autres affaires en passant. Colloque organisé avec l'UQAM et le partenariat du quartier des spectacles et plusieurs autres personnes. Donc 24 officiellement. Mais pour l'information sur le festival, le meilleur endroit, c'est soit notre page Facebook Montréal Joue, Festival Montréal Joue, ou notre site web montrealjoue.ca. Il y a toute la programmation, il y a les partenaires, il y a des photos, il y a des documents qu'on peut télécharger, des cahiers ludiques qu'on peut aller chercher. Il y a vraiment plein de trucs qui sont vraiment intéressants. Allez-y, ça vaut la peine. Et il y a un lien vers la programmation des activités en bibliothèque aussi. Bon, ben, magnifique. Ça a conclu notre portion interview qui était très, très intéressante. En fait, comme on disait, on aurait pu aborder plein d'autres sujets. On aura la chance, j'espère que David revienne nous voir peut-être après le festival ou l'année prochaine, juste avant, pour nous réexciter là-dessus, parce que je trouve que c'est super intéressant là, de voir un projet qui est aussi gros à Montréal, qui est dans le domaine du ludique. Par contre, on veut quand même en connaître plus sur l'homme derrière tous ces projets-là. C'est pour ça qu'on a invité David à se pointer ici avec son top 10 des jeux de société ou jeux en général. On sait pas trop exactement qu'est-ce qu'il a préparé. On va voir ça. Pas facile à faire, hein, David? C'est
probablement la chose la plus difficile à faire après toutes les rénovations que je fais à mon nouveau duplex en ce moment. Et en plus, nous, on était comme, on va demander aux gens de faire un top 10, ça sera pas trop compliqué, ils vont venir, mais après, on sait que les gens, ils vont tellement. Moi, demande pas de faire un top 10, je vais être malheureux, ça va me prendre une semaine, je vais pleurer, je vais passer toutes les feuilles de papier que j'ai chez nous. Ben oui, j'ai été obligé de m'excuser à des jeux que j'ai pas mis dans mon top 10. Ah ouais, ben c'est toujours bon ça. Fait que là, comme on est, tu sais, on essaye maintenant d'avoir une formule là, assez stable, 1h15, 1h20. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va te laisser nous dire ta liste. Présente-nous un petit peu les jeux. Je vois que t'es déjà inquiet, tout a recommencé à suer, là, tout, là. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Ah, ok, non, c'est bon, il y en a un petit peu. Donc, vas-y, tu peux nous dire ça. On va intervenir sur certains jeux. On va essayer de faire ça expéditif. T'as une liste dans l'ordre? T'as ton J'ai une numéro liste 10? dans l'ordre. J'ai une liste dans l'ordre. Écoute, l'ordre est pas toujours parfait, là, mais il y a peut-être des choses qui pourraient changer. Il y a évidemment des jeux qui pourraient être remplacés. Est-ce que vous voulez que je vous la lance ou est-ce que je donne des explications? Non, on va y aller un par un. Puis vas-y comme ça. Dis-nous le premier jeu. Présente-nous-le un tout petit peu. Après ça, on va en parler. Juste peut-être pour te sécuriser, tout ça, on va mentionner. C'est la liste de David Clis, son top 10 de aujourd'hui. Ouais, à c'est l'instant où on se parle. Peut-être que quand il va sortir dans une heure, ça va déjà être changé. Mais en ce moment, on en est là. Ok. Ben, j'ai juste une mini-intro sur ma liste parce que sinon, oui. Non, c'est important. faut la mettre en contexte, hein. Pour avoir fait l'exercice, moi, j'ai décidé de pas juste mettre les jeux de l'heure qui me font triper, les jeux que genre j'ai tellement trippé dans les derniers jours que ça devrait être dans le top 1 BGG, là, tu sais, c'est pas ça. Très bonne initiative. C'est pas ça l'exercice que j'ai fait. Moi, c'est des jeux qui m'ont marqué. Des fois, c'est même des jeux que j'ai pas nécessairement envie de rejouer là, immédiatement, mais qui sont majeurs pour moi. Parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont été dans un moment marquant pour moi dans mon initiation au jeu. Oui. Et j'ai aussi essayé d'avoir une variété de jeux différents. Donc, j'ai pas mis 10 worker placement, même si je trippe sur le worker placement. En fait, je trippe pas sur le worker placement, là, c'était un exemple. Est-ce que t'es contre le worker placement? Je suis pas contre, il y en a. C'est bon. Ok, il y en a, parfait. Fait qu'il y a un peu de tout, c'est ça qui est. En tout cas, vous allez voir. Génial! Fait que C'est c'est ça ce qu'on que va pas j'adore. te juger, hein. Nous, on va juste être content de partager ça avec Ouais, mais toi. tout le monde va me juger. À chaque fois que je dis ma liste à quelqu'un, il fait comme ah ouais, mais tout le monde, en fait, dès que quelqu'un me dit sa liste, je fais comme ah ouais, t'as mis ça. Vous allez On voir. sera peut-être plus amis sur Facebook. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça. Je vais commencer avec du 10 à 1, là, on présume, on va pas commencer par le meilleur. Ben non, exact. 10! Numéro 10, top 10, David Clis. Je suis allé avec un jeu de. Moi, j'adore les jeux de négociation. Oh oui! Oh là là. Moi aussi! Et je suis allé avec. Il y en avait plusieurs que j'aurais pu mettre, mais je suis allé avec un que j'adore parce qu'il est court, parce qu'il se joue bien, qui s'explique rapidement. Et au final, c'est un jeu qui est super chaotique, mais que j'aime rejouer beaucoup. C'est Chinatown. Chinatown! Ça fait pas l'unanimité pour plusieurs personnes, mais mon Dieu, ce jeu-là, il est efficace. Tu sais, évidemment, à la fin de la game, tu peux calculer tout, puis tu peux vraiment gosser puis faire du analysis, paralysis. Mais si tu le joues pour vrai, puis tu joues vite, puis t'as du fun à négocier, puis à accepter des deals, ce jeu-là, il est le fun. Il est vraiment trippant. En fait, tu sais, je pourrais ajouter pendant 2 heures quelque chose là-dessus, mais moi, j'ai rien à dire parce que c'est dans ma tête un des chefs-d'œuvre du jeu de négociation. C'est un des jeux qui le fait le mieux. Un des jeux, justement, tu dis que tu peux calculer, c'est peut-être un défaut dans l'analyse, mais c'est aussi ce qui rend le jeu peut-être plus court des fois parce que il y a un peu moins de spéculation dans les échanges. Donc tu le sais que tu vas pas faire l'échange parce que tu te fais avoir. Oui, c'est ça, à la fin de la game, à un moment donné, c'est je le ferai pas, ça. Moi, je trouve que c'est un des jeux de négociation, justement, où ça limite un petit peu les moments, des fois, qui peuvent être un peu. Qui peuvent s'étirer. En fait, félicitations, j'ai rien d'autre à dire. J'adore Chinatown. Bravo. C'est le seul jeu de négociation que j'ai là-dedans, par contre. C'est ça qui je me rends compte que c'est dommage, mais bon. Non, mais j'aime aussi d'autres jeux, là. Fais pas ça pour moi. Je continue, hein. C'est ça, là, on est là. Numéro 9! Numéro 9. Je suis allé avec un jeu, c'est peut-être le jeu qui m'a le plus marqué dans mon parcours parce que je l'ai acheté très tôt dans mon initiation au jeu de société et ça a été un des jeux que j'ai le plus aimé à jouer avec ma copine à deux, mais c'est un jeu quand même gros. Un jeu de worker placement, donc en 9e position, ça vous dit un peu que c'est pas
c'est pas exactement ma tasse de thé. C'est Le Havre. Oh oui, le Havre, magnifique. Un jeu que j'adore, qui se joue étrangement super bien à 2, plus qu'à 3 ou 4, je trouve. À 3, il est bon, mais à 2, il trouve... À 3, c'est bien, à 4, c'est... C'est trop. Ouais, c'est ça, exact. Un jeu de combo avec des super belles cartes, qui a une belle rejouabilité parce que tu joues pas toujours les mêmes cartes. C'est pas toujours les mêmes cartes qui sont disponibles ni au même moment, ni les cartes spéciales, etc. Je trouve vraiment le fun. J'adore les jeux de Rosenberg. Ah, c'est parfait. Peut-être avoir... t'as mis ça dans ton top. Est-ce que t'as une vision un peu de Le Havre 2 joueurs? Parce que tu sais, là, tu mets Le Havre, tu dis que tu le joues à 2. Qu'est-ce que... C'est sûr que c'est des jeux vraiment différents, Ouais. là, mais... J'ai apprécié le Havre 2 joueurs, mais pour moi, c'était comme une pâle, un pâle simulacre. Ouais, mais c'est pas le même niveau de densité, surtout Non. si t'es habitué de le jouer à 2, l'autre, sûrement que... Puis on est rendu tellement habitué à jouer avec ma copine que... Ça prend le même temps. Ça prend le même temps, c'est ça, exactement. T'as une plus grande profondeur avec. C'est un des excellents Rosenberg. Ah, le Havre, moi je trouve que c'est un de ses meilleurs, sauf que c'est ça. Peut-être qu'à 4, il y a beaucoup de gens sûrement ça. qui ont dû le jouer à 4 puis ils ont pas tant trippé, puis je les comprends au final. Moi ça. je l'avais joué à 5, je pense, puis. Je voulais mettre des jeux de joueurs parce que c'est ce que je joue le plus finalement parce que je passe beaucoup de temps avec ma copine à jouer. Mais finalement, je me suis dit, tu sais, Patchwork de Rosenberg également, non. Vous allez jouer à le Havre si vous à Le avez le choix, puis. Ben, on joue souvent à Patchwork Ouais, aussi. mais on joue Patchwork c'est souvent excellent. à- Là. Bon, je vais pas gâcher là parce que ça se peut que je gâche d'autres. Oh, spoil-nous pas tout de suite là. Ok. Numéro 8! Un de mes jeux préférés, parce que c'est un jeu de diplomatie, sans être diplomatie. Oh, j'étais sûr que c'était diplomatie. Mais j'adore diplomatie, hein. Ça aussi, ça a été ouais. un des premiers jeux que j'ai joué, étrangement. Un jeu Ameritrash qui se joue à plusieurs joueurs, qui est bon, qui est thématiquement très tight. C'est Game of Thrones. Oh, Game of Thrones, ok. On a Oh, senti l'excitation baisser d'un oui, cran, mais on va te laisser le défendre. puis Je nous suis le présenter. désolé, hein, si vous avez même pas ça. La première fois que j'ai joué d'ailleurs, c'était avec toi, JF. Ah oui, ok, tu Ouais, as ouais. joué depuis. Ah oui, j'ai joué depuis. Ah ouais, pas moi. J'ai adoré, j'ai joué à 4, j'ai joué à 6, j'ai aimé ça. J'ai hésité à le mettre là, mais moi j'adore le jeu diplomatie. J'adore Ouais. vraiment ça, mais j'y joue jamais parce que ça dure Ouais, 7 heures. c'est tu sais, long. puis, 7 heures, euh, c'est généreux. là. Puis j'ai perdu des amis dans ce jeu-là. Fait que, ouais. à un moment donné, ouais, c'est ça, c'est généreux. Fait que Game of Thrones, je le trouve plus accessible finalement. Thématiquement, je le trouve bon. J'aime les jeux de diplomatie où on discute, où on se trahit. Il y aurait pu en avoir plein d'autres. J'adore les jeux aussi où on programme des actions. Il faut sans dire que la partie de programmation dans le jeu est très bien faite, là. Même Exact. à la limite peut-être un peu plus élégante que dans Diplomatie ou dans Diplomatie tu l'écris avec un papier. Là-dedans, c'est comme t'as des beaux jetons, puis Exact. ça marche bien. Là. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Étrangement, je l'ai mis dans mon top parce que, comme je vous disais, il fitait dans une catégorie que je voulais mettre. Des jeux de diplomatie, des jeux de plusieurs joueurs, des Ameritrash. J'adore ça. Confrontation, C'est ça. Tu sais, j'aurais pu mettre d'autres jeux qui sont plus Ameritrash, genre Eclipse, qui est un jeu majeur pour moi. Mais je l'ai pas mis. J'ai mis Game of Thrones parce que c'était Non, mais ça. on a dit qu'on allait pas te juger. On se rend compte à ton numéro 8 que c'est pas vrai. Bon, on a déjà jugé, mais on va essayer de pas trop le faire. Tu sais, on respecte tous les joueurs. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Numéro 7, Monopoly. Non, Numéro 7, Uno. Non, il n'y a pas de... tu sais. non, Ça? on s'en doute bien. Mais peut-être. On verra. On espère. Numéro 7. Peut-être que vous allez me juger là-dessus. C'est un jeu de combo. Un jeu de création de tableaux, là, en fait. Là. Ça s'appelle Race for the Galaxy. Je vous ai déjà entendu parler de ça. Ça, c'est un jeu qui j'ai l'impression qu'il va perdre en popularité un Absolument. petit peu, malheureusement. Ce jeu-là n'est pas parfait, mais c'est un jeu que moi, personnellement, j'adore. Là, dans les jeux de cartes, je vais te laisser l'introduire un peu plus. Ben, c'est parce que quand tu connais le jeu, que tu connais bien les extensions et que Bam. tu les as bien choisis, ça se joue rapidement. Ouais, c'est ça. En 45 minutes, même pas, t'as fini ta game. Autant à 2 joueurs qu'à 4 joueurs. Fait que c'est ça que j'ai vraiment aimé. Moi, c'est un jeu qui se joue rapidement. Il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs défauts dans le jeu que les extensions ont essayé de corriger, qui n'ont pas réussi à corriger. C'est le niveau d'interaction entre les joueurs. Il est faible. Et les extensions sont vraiment pas toutes bonnes. Franchement, il y a vraiment des extensions qui sont... Les handpicks, là. Ouais, faut les mettre de côté, faut choisir ses cartes, puis tu les rajoutes, puis that's it. Mais je l'aime ce jeu-là parce que quand il est arrivé, pour moi, c'était novateur, c'était le fun. Absolument. J'aime les jeux d'espace aussi, j'aime les jeux de combo. Puis Pour mine moi, de c'est rien, ça. c'est un jeu quand même, ça c'est un jeu de cartes de combo où
sens assez bien la thématique. Tu sais, comme tu sens qu'est-ce que tu es en train de construire, puis les cartes sont quand même intéressantes, puis tu sais, ça crée comme l'histoire de ta civilisation un peu. C'est un peu ça. Pire jeu à expliquer, par exemple. Hein. C'est un peu ça, ouais. Quand tu l'as introduit à des nouvelles personnes, bonne chance, parce qu'il y a des icônes partout, des symboles. Mais bon choix, puis c'est un jeu qu'on n'entend pas souvent parler, malheureusement. Comment ça c'est datait ça. un petit peu, mais il reste Ouais. encore très connu des gamers, qui jouent depuis quelques années. Ça reste Ben un c'est ça, comme je classique vous pour dis, nous, j'aurais là. pu mettre des jeux plus récents. À la rigueur, j'aurais pu mettre Roll for the Galaxy, j'avais voulu, qui est très bon aussi, mais non, je suis allé avec pour moi quelque chose qui est un peu un classique. Ouais, puis emblématique dans ton parcours de joueur aussi. Je pense beaucoup de gens qui ont commencé à jouer justement il y a peut-être, c'est quoi, 9-10 ans, ce jeu-là était vraiment marquant. Là. Exact. Ouais, 10 ans, c'est pas mal ça. Je continue, numéro 6, on est rendu. 6. Encore un jeu qui fait vrai. Ah non, ça je pense, je sais pas si ça fait l'unanimité, mais là je voulais un jeu plus rapide, plus abstrait. C'est un nombre de joueurs illimité. Oh, C'est un je pense jeu. qu'on le sait. Ah, je sais pas. Je pense pas, peut-être. Moi, c'est mon jeu. C'est vraiment mon jeu de chalet préféré de très très loin. C'est Ricochet Robot. Robot, Ricochet Robot, c'est Robot. ça. Tu l'avais que j'ai en deviné? tête. Ben oui, ben oui. Ah, c'est Jeu bon. infini de. Tu sais, c'est sûr, là. J'adore les jeux d'énigmes, tu sais, ben d'énigmes de puzzle, là, géographie, voyons, géométrique. J'adore aussi, c'est cocky, là, je suis comme, je l'ai. T'avais une minute pour le faire? 8. Il y a, sans vouloir me vanter, il n'y a pas grand monde qui aime ça jouer avec moi, mais je dis ça en même temps, il y a des grands joueurs et joueuses, je pense à la famille Lupien, Marie-Ève Lupien et son frère, je sais pas si la sœur est bonne, sont fantastiques, c'est les meilleurs adversaires que j'ai eu, mais j'adore ce jeu. Faudrait qu'on joue à un moment donné, peut-être. Ouais. Je suis curieux Ouais. de voir là, où ça Sinon, se il est situe, calibre, où là. ça Il est se calibre pour situe, affronter, je pense. Donc, mais effectivement, là, c'est un jeu fantastique fait par, si je me trompe pas, Alex Randolph d'ailleurs. Absolument. Donc, on est encore une fois au bon endroit pour en glisser un mot. Super jeu, c'est pas un jeu pour tout le monde, hein, par exemple, mais une fois que t'as comme que ton cerveau a fait le chemin pour que tu commences à comprendre comment ça marche, c'est un jeu que tu sors en n'importe quand, en 2 parties, juste avant le souper. Tu peux jouer à ça pendant 20 minutes comme tu peux jouer pendant 4 heures. Super Exact. choix en fait, je dois applaudir ce choix-là. Et c'est un jeu qui est pas jeune en plus, mais qui ne vieillit pas. Et il y a eu avec les années plusieurs réinterprétations, si on veut, Meeple Mutant là, qui est sorti d'ailleurs. exact. Tu sais, qui est correct, mais il n'y a pas l'élégance de Ricochet Robot qui Tu sais, puis on va se le dire, il est pas très beau Ricochet Robot. Non, c'est pas le jeu le plus Non. magnifique. Hein? Non, c'est ça. Tu l'achètes pas pour le design. C'est Selon un petit moi, bas de plug, là. puis, Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Il pourrait mériter une réédition, mais franchement, je m'en fous. Ben Non, oui, c'est mais t'as pas juste ça. besoin, hein. Juste Même bon. s'il serait plus beau, est-ce que vraiment il serait plus beau? T'sais, comment tu veux rendre Ouais, ce je jeu-là magnifique? Non, c'est ça. T'sais, c'est juste un très bon jeu. Éventuellement, il va frapper son mur vintage, puis là, les gens vont. Et là, il va être comprendre à comme quel point il est édition rétro, de luxe. bon. Exact. On poursuit avec le. On est rendu top 4? Non, 5, top 5. 5. Là, je sais pas si ça va faire l'unanimité, mais moi, je suis un grand fan de jeux coop. Vous allez voir, dans les 5 derniers, il y en a 3 jeux coop. Ok. Fait que Nice. c'est pas rien. C'est cool. Et c'est un autre jeu de worker placement coop. Oh, il y en a Et pas beaucoup, ça. c'est un jeu qui a subi une réédition et qui a, selon moi, des défauts de règles, mais qui est tellement bon au niveau narratif, qui est bon au niveau de l'esthétique. Et j'adore des jeux avec des bons scénarios comme ça. Il s'agit de Robinson Crusoe. Oh, ben oui, on ben était là, oui. on cherchait les deux, on se regardait, Jeff puis moi, qu'est-ce que c'est quoi, c'est quoi? Worker Ben ouais, de placement, co-op. Ignacy Chevicek. Exact. Et il n'y a pas grand monde qui connaît ce nom-là. J'ai écouté Google Translate pendant comme 15-20 minutes pour vraiment écouter comment il le prononçait, pis ça juste pour être capable de le plugger de même. Là. Bravo. Oui, donc Robinson, très bon choix. J'adore ce jeu-là, les scénarios sont bons. J'ai l'extension du premier jeu de base avec l'extension Darwin, là, dans le fond, je l'ai pas essayé, ça a l'air magnifique. Mais c'est bon, c'est drôle parce que chaque scénario a un scénario une méthode de jouer différente. Ouais. Tu t'appropries le jeu différemment. Et contrairement à des jeux de scénario, il y a une rejouabilité avec les scénarios parce Ouais, que c'est ça. même si tu l'as complètement grindé le jeu, tu peux le refaire puis ça va être aussi tough. Ouais, ça, il n'y a pas de progression ou des choses comme ça. C'est juste des fois, tu peux être un peu plus chanceux. C'est ça.
Non, pour vrai, moi j'adore ce jeu-là, je serais prêt à jouer n'importe quand. Il y a le défaut d'être un peu long et d'avoir des gros problèmes de règles qui sont réglés dans les nouvelles règles, mais qui sont toujours aussi complexes à expliquer aux gens. Mais il faut dire que c'est ça, c'est un jeu assez lourd, hein. Puis c'est difficile aussi. Moi j'ai pas joué Très beaucoup, difficile. là, mais c'est un jeu qui est assez difficile en termes de coop. Là. Ouais. Tu manges de la soupe aux roches pas mal tout le temps. Là. Ça ressemble à ça. Dans les jeux polonais. Les jeux polonais, j'adore tellement les jeux Mais c'est polonais. prenant parce que la thématique fonctionne bien. Moi, je me sens en mode survie. Plus Tu que tout sens, autre tu sais, jeu. Puis là, t'es comme, t'as ta cabane, puis là, ça fait des trucs, puis là, t'es comme... Puis vu que c'est coop, on s'entre-déchire là, sur les décisions qu'on doit prendre. Absolument. Non, c'est très très bon choix de jeu coop. C'est pas un jeu qui est très accessible, mais c'est un jeu qui gagnerait. Tu sais, c'est le genre de jeu, si tu joues souvent, là, j'imagine que l'expérience est vraiment bonne. Numéro 4! Il s'agit d'un très grand jeu, un classique désormais. Pour moi, c'est Seven Wonders. Oh! Ok. On est dans le, Ouais. dans le mainstream. Ouais, non, mais je me suis dit, pourquoi pas? J'adore les drafts. Oui. Seven Wonders, c'est un jeu que j'ai toujours envie de jouer. Le deuxième meilleur jeu de draft. Oh, Ok. Pour vrai, j'aime les extensions, j'aime la version 2 joueurs. Ouais, 2 joueurs. Le duel est super bon. Exceptionnel. J'ai failli mettre duel, mais j'ai mis juste Seven Wonders parce que pour vrai, c'est le genre de jeu que j'ai toujours envie de montrer à du monde. Quand on me dit on joue à Seven Wonders, oui. On joue à 7, oui. On joue à 3, oui. La mécanique de draft est bonne, les différentes stratégies pour faire des points est bonne. Sérieux, je l'aime tellement ce jeu-là. J'y rejoue, je vais rejouer. Puis c'est une belle porte d'entrée pour moi, plus que Catan. Bien que Catan reste bon, là. J'aime pas jouer à moderne, Catan. hein, c'est plus moderne que C'est ça. Catan. là. Non, exact. J'espère qu'un jour Seven Wonders va être ce que Catan est en ce moment. Ou que ce qu'est les Aventuriers du Rail. C'est une mécanique de jeu tellement différente de ce qui se fait dans le jeu de plateau traditionnel. Pas de plateau, Non, cartes. c'est ça, des cartes. juste des cartes. Exact. Non, bon choix en fait, c'est surprenant, mais c'est un très bon choix. Puis je pense pas que c'est un jeu là, qui va perdre de son attrait. Malgré tout, même si c'est un jeu assez simple, il y a une bonne dose de stratégie aussi hein, quand tu commences à le jouer. Tu sais, c'est un jeu de tournoi. Là. Tu peux faire des tournois de Seven Exact. Wonders, puis c'est tout à fait approprié. Là. Je suis d'accord. Numéro 3. 3. On revient dans le jeu coop. On revient dans le jeu narratif. C'est un jeu de déduction. Il s'agit de Sherlock, conseil détective. Alors ça c'est Ah, un ben classique oui. de balado ludique, un jeu qu'on embrasse ici, qu'on C'est vrai? adore. Ah, je suis content. Il c'est a fun. été mentionné à presque à tous les épisodes. En fait. C'est un classique inestimable. Ben il faut. Puis en plus les nouvelles éditions sont vraiment le fun. Édition comment ça s'appelle, Whitechapel avec Avec Jack Jack the Ripper. Jack l'Éventreur, l'Éventreur. super bon. Ouais. C'est complètement différent. Moi je les ai toutes faites là, Tous les scénarios. les là, scénarios ouais. de base. Là, celui Whitechapel je l'ai pas fini. Ok. Je suis dedans, mais j'adore. Il se joue à 2, à 4. Il se joue à plus, mais à un moment donné c'est trop. Ouais, ça devient un peu intense, mais. J'en ai parlé de ma blonde, là, c'est pas elle qui va toujours décider ce qu'on joue, mais quand elle veut jouer à ça, on joue. Elle adore la littérature, on retrouve nos deux passions, la littérature Ouais. et le jeu là-dedans. Ouais, dans le fond, elle a les livres, toi t'as les jeux, mais ça c'est le mix entre les deux qui est Parfait vraiment mix entre idéal. les deux. là. C'est dense, tu sais. Oui, Oui, des fois il y a des exact. défauts de raisonnement, là, je trouve qu'ils sont des fois un petit peu perdus, mais je leur Ah, excuse c'est- tout ça. C'est à la Sherlock, hein, poussé à l'extrême. Exact. T'es comme, sérieusement, c'était Est-ce vraiment que t'as déjà ça? battu Sherlock? Non, en réalité, Non, en ouais, réalité ça- on n'a pas cette ambition-là. Ok. On a envie de le vivre au complet, le jeu. Ouais, On parce va que tu aller veux- partout. Tu veux voir toutes les histoires en parallèle, puis tout ça. Ouais, non, c'est. On calcule jamais, on n'a jamais calculé notre score. Ok. Je m'en fous du score. Ouais. C'est comme. C'est juste une aventure de Ouais. 2-3 heures avec ma blonde, puis des amis, puis c'est juste. Mais non, on en parle souvent de ce jeu-là, puis à chaque fois on revient à la conclusion que c'est un jeu tellement unique. Il y a pas de comparatif ce jeu-là. Non. Il y a rien qui ressemble à ça.
même un livre dont vous êtes le héros va pas Ouais. ressembler à ça, tu sais, Time comme... Stories, un Ouais, peu. ou Tale of the Arabian Night, Ouais. un peu, mais pas vraiment en même Non, temps, c'est tu ça. sais. Parce que tu sais, c'est tellement ouvert, c'est un genre de GTA d'enquête, là, tu sais, c'est comme, c'est... Ouais. Board game GTA. Ouais. D'enquête, Open mais, world. mais très bon choix, félicitations pour ça, c'est bien trouvé, ça, Sherlock, là, on va rien dire là-dessus de mal. Bravo. Bravo. Oh, là, on arrive dans le... Crunchy. Numéro 2. Deux. Numéro 2. Ouais. J'ai choisi de mettre la meilleure expérience de jeu que j'ai eue de ma vie. Oh oui, ça, on aime ça, les expériences de jeu, là. Ça a été plusieurs games et chaque game a été autant croustillante pour moi. C'est un autre jeu coop. Yes! C'est un autre jeu narratif. Oui! Il s'agit de Pandémie Legacy. Ah, ben Oh là, ah, ben oui! là. Wow! Ben oui, ben oui, ben oui. Anciennement numéro 1 sur BGG. D'ailleurs, ouais. on voulait profiter de la tribune pour aller inciter les gens à peut-être voter contre Gloomhaven. Tout pour dire mettre Pandémie Legacy en première position. Mais bon, on va retourner à David et à son top 2. Je l'ai essayé avec Gloomhaven récemment, j'ai failli en parler tantôt. C'est le fun, là, mais pour moi, c'est pas encore C'est Legacy. pas Pandémie C'est Legacy. pas là. Pandémie Legacy du tout, non. Ben, je pense qu'on va te laisser nous en parler un petit peu. Nous, on en a déjà parlé bien en masse. Ouais, j'imagine, mais tu sais, là, j'ai pas encore fait la saison 2, puis j'attends parce que j'ai pas le temps en ce moment, là, tu sais, je peux pas Une me boîte de lancer plus là-dedans. dans ton déménagement. Ben, c'est ça. J'ai très hâte de l'essayer, mais la saison 1, avec la gang qu'on avait, ça a été un plaisir renouvelé à chaque fois qu'on se retrouvait. On l'a pas étendu sur 10 ans comme d'autres l'ont fait. Ben, 10 ans. Sur 1 an comme d'autres l'ont fait. On l'a fait en genre 3 mois. On se voyait à presque chaque semaine. C'était fantastique à chaque fois. On avait chacun nos rôles. J'ai tellement aimé ça. J'étais excité, j'avais le poil là, qui se dressait à chaque fois qu'on devait tourner une carte, qu'on le lisait, puis là, c'était torturant de prendre des décisions, là, on réussissait pas. Il y avait des personnages auxquels on s'attachait, je veux dire, c'était le fun. À chaque fois. Ah ouais, ben magnifique. Ça rappelle un peu vraiment une série télé, hein, tu sais, le fait qu'ils le Exact. font par saison, puis qu'il y a comme des épisodes, si on veut, c'est super pour ça. J'ai bien hâte de voir le 2. Puis entre chaque partie, les décisions, les prises de décision à prendre, qu'est-ce que tu rajoutes comme carte, quel bonus tu te rajoutes, c'est tellement bien fait. Mais il y a beaucoup de jeux thématiques, là, j'ai l'impression, dans Des ton jeux top 10, d'expérience, des de jeux d'expérience, saveur. narratifs. Ah, C'est... Ben, j'ai dit que ma copine tripait sur la littérature, mais moi aussi, moi j'ai étudié en littérature, je suis un grand fan des jeux où on va aller J'aime pas l'améritrage pour l'améritrage où il y a juste genre des thématiques genre là on est dans le Far West. Là, je suis comme ok cool. Non, j'aime ça quand ça fit, quand il y a une histoire, quand on m'emmène dans un univers qui a été bien réfléchi, qui a vraiment une histoire écrite là où il y a des personnages, il y a des punchs, tu sais. Ouais. Si je me trompe pas, t'es un gars aussi du jeu de rôle. Oui, donc absolument. ça vient sûrement chercher une partie de toi qui est attachée à ça. Et aussi un gars d'impro, je pense. Oui, ouais, j'en ai pas parlé. mais. On peut parler, mais l'impro c'est un jeu, hein, puis c'est ben, un jeu narratif, c'est un jeu d'histoire, c'est vraiment ça. Exactement, donc on voit là, puis tu sais, moi je te comprends parfaitement parce que la plupart des jeux là-dedans pourraient être dans mon top 10 là. Et on arrive maintenant, tant attendu, roulement de tambour, le numéro 1! Ça, c'est peut-être vraiment le jeu que je préfère. Tu sais, il y en a que j'ai mis parce qu'il fallait que je les mette, il y en a que j'ai mis parce qu'il y avait de la variété, mais ça, c'est le premier que j'ai mis dans ma liste, puis il a pas bougé depuis. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Je pense pas qu'il va bouger tout de suite. C'est un jeu économique, c'est un jeu euro. C'est un jeu que je trouve fantastique. Il s'agit d'Imperial 2030. Oh! C'est du lourd! Oui! Ouais, ça c'est vraiment un jeu que je trouve qui est parfait. J'y vois pas de défaut. Chaque fois que j'y joue, j'ai une expérience différente. À chaque fois que je joue avec des joueurs différents, à chaque fois que j'initie à du monde ce jeu-là, c'est toujours une nouvelle expérience. Et même quand j'échoue lamentablement en stratégie, je suis dernier ou que je sois premier, pour moi le fun est renouvelé.
Ah ouais, ça c'est la preuve que c'est un jeu auquel t'es attaché. Là. Quand tu perds pis t'aimes ça, là. Ouais, c'est ça. Exact. Non, pour vrai, Imperial 2030, je sais que je suis pas le seul pour lequel c'est un top 1. Ouais, absolument. Il y a, Si je me trompe pas, d'ailleurs, Joël Gagnon du Randolph, c'est un de ses meilleurs jeux, si c'est pas son meilleur jeu. Oh, pas de divulgacheur, on l'a pas encore interviewé. Là. On serait pas gâché son numéro 1. Ah, mais il a peut-être changé depuis. Non, mais ça, c'était il y a 10 ans. Tu sais, fait que, là, je dis 10 ans, peut-être pas, parce que ça date. Mais vraiment, jeu magnifique. Je suis pas le seul dans ma gang non plus qui aime ça. Ça se joue à 6, ça se joue à moins. C'est très bon. Mais en fait, je dois avouer avec une certaine honte que je n'ai jamais joué. Et que. Enfin, je peux juger à mon tour. Oui, non, mais en fait, mon désir de jouer est absolument présent. Et j'aimerais vraiment là, qu'on ait la chance de faire une partie un jour. T'as dit que t'aimes ça, initier des gens à ce jeu-là. Je suis là pour négocier et faire mettre des pays en faillite, ça va me faire plaisir. Bravo, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le jeu. Ouais, mais ça me fait plaisir de t'initier. C'est tellement particulier comme jeu parce que justement tu commences avec un pays que tu seras peut-être plus propriétaire. Il y a peut-être 2 tours de suite où tu n'auras aucun pays où tu vas en avoir 2-3 en même temps. C'est tellement. C'est le défaut des nouveaux joueurs, c'est toujours de s'attacher trop fort à leur pays. Ah, je suis l'Europe. Non, t'es pas l'Europe. Moi aussi, je suis l'Europe, ok? Ouais, C'est tout le monde est des l'Europe. banquiers suisses qui ont investi dans Exact. les pays. Fait qu'il faut pas s'attacher aux pays, il faut juste en wow. profiter de ces pays-là. C'est un jeu qui ressemble tellement à Risk sur le board puis dans les pions, mais qu'il y a tellement rien à voir avec Risk dans la Absolument rien à stratégie puis voir. dans la mécanique que c'est ça le défaut. Les gens vont Ils vont embarquer, penser ils que vont c'est dire c'est Risk. comme Risk, ils vont te péter. T'es comme haha merci. C'est comme, comment ça tu me remercies de t'avoir pété? Ben parce que ça faisait partie de ma stratégie. Puis ça marche comme ça. Oh, wow. C'est le fun. Très cool. Là. Eh ben, en fait, super au top 10. On voit t'es quel genre de joueur. Justement, les jeux immersifs, ça c'est super intéressant. Je pense que c'est une des. Genre, le terme, le cercle magique, là, le Magic Circle que va créer des jeux, ça me fascine complètement. Puis dans les jeux immersifs avec des histoires narratives, ben c'est vraiment. Ce sentiment-là, il est vraiment plus fort. Là. Je pense que ça porte notre épisode à sa fin, donc 1h20. On est pile poil sur le truc. David, merci beaucoup de t'être déplacé pour ça, de nous avoir parlé de toi premièrement et de Montréal Joue. Je suis persuadé là, que ça va être une super belle édition. Nous, on va essayer d'aller au plus d'activités possible. On invite les gens d'ailleurs à aller sur le site web, voir la programmation. C'est pas mal ça en fait. Hein? Est-ce qu'on a d'autres choses à mentionner avant de conclure l'épisode? Non, merci beaucoup David. Écoute, Merci bonne à chance vous, pour les le gars. festival. Puis lâchez pas, on va sûrement vouloir te avoir l'année prochaine pour en parler, voir comment ça, Ça va me faire évolue. plaisir. Il y aura plein d'autres projets à discuter. C'est sûr. Magnifique. Il y avait pas, d'ailleurs, il nous reste comme 10 secondes. Ok, une question en rafale, 10 secondes. Il y avait une question qui était dans la liste qu'on t'a pas posée. Si t'étais pas l'organisateur de Montréal Joue, ça serait quoi ta job? Wow! C'est tellement une bonne question. Je serais probablement dans un centre communautaire à gérer des activités de loisirs. Ah, ben magnifique. Donc, c'est pas mal le même. Ça tourne un peu autour de la même esprit, surtout que Montréal Joue, ça se veut quelque chose d'axé sur la communauté, puis qui veut faire sur découvrir le ludique. ludique au grand public. Donc, c'est super intéressant. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook, Balado Ludique. Pour le podcast, ceux qui voudraient l'écouter puis recevoir les épisodes là, directement dans leur téléphone sans avoir rien à faire, je vous conseille l'application Stitcher, disponible sur iPhone et Android. Bien entendu, il y a plein d'autres moyens, mais ça, c'est le plus simple. Vous downloadez ça, vous tapez Balado Ludique et vous allez avoir les épisodes à chaque semaine dans votre téléphone. Sur ce, David, JF, je vous remercie beaucoup encore et je vous souhaite une excellente journée. Hey, merci à toi, Merci, Simon. salut! Bye, bye. À la semaine prochaine! La musique est une gracieuseté de bensound.com et nous tenons à remercier notre diffuseur officiel jeu.ca.